Ça a commencé par des projets de forage au Togo. Un projet qui était pour eux comme un rêve, voilà, de pouvoir impacter la vie de personnes à l'autre bout de la planète. Et donc en 2018, Life avait à peu près une collecte de 1,5 million qui doivent parcourir des dizaines de kilomètres en fait quotidiennement pour aller chercher de l'eau qui n'est pas forcément potable. En fait, on a le sourire, l'efficience, la transparence, c'est hyper important, l'engagement et la solidarité. Donc clairement, voilà, pour recruter quelqu'un, il faut qu'il ait tous ces atouts-là, il faut que ça fasse partie de son ADN. Combien de personnes on a aidé concrètement, combien de tonnes de nourriture on a distribué, quel était le coût d'un colis. Et puis l'idée, c'est pas du tout de reproduire et d'imposer une vision et un schéma de ce que nous, on connaît. L'expérience chez Life, moi, m'a démontré que j'étais capable de beaucoup plus que ce que je ne pensais. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass aujourd'hui où on va aborder un sujet que l'on voit assez peu, la gestion financière du monde et dans le monde associatif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Fernandez, qui est à la tête d'une ONG qui a... Alors, si je reprends un peu mes chiffres, Fanny, et tu me arrêteras si je me trompe. Donc, vous avez sur l'exercice précédent 8,5 millions de dons. Vous avez accompagné plus de 3000 projets. Vous avez eu au cumul 180 000 donateurs. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous tout de suite parce que ça me donne un maximum d'énergie et de force et ça me permet d'avoir des masterclass comme aujourd'hui où on va comprendre c'est quoi le business model d'une association, d'une ONG. On va comprendre comment on arrive aussi à créer des événements ou des projets à l'échelle mondiale, comment on arrive à travailler sur l'eau, la sécurité, l'alimentaire, l'éducation pour les enfants. Ça me fait un immense plaisir de t'accueillir ici pour parler de ce sujet. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur aussi pour moi. Et c'est une vraie chance de pouvoir aborder ces sujets qui sont très peu traités finalement. Donc, merci. Eh ben, on y va, on attaque. Alors, Fanny, déjà, première question, c'est quoi qui t'a amené dans le monde associatif? Et puis, deuxième question, juste après, c'est est-ce que tu peux toi aussi nous expliquer Life et comment t'es arrivé aussi à la tête de cette association? Ok. J'ai envie de te dire, c'est le destin. Parce que de base, bon, moi, j'ai un BTS comptabilité. J'avais souhaité faire du volontariat international au profit d'associations quand j'ai démarré justement après mon diplôme. Et puis, clairement, voilà, j'avais pas le cursus et surtout, j'avais pas l'expérience qui me permettrait de répondre à ces postes-là. Et puis, après, j'ai intégré un cabinet comptable en tant que... Mais ça, je savais pas, ça. Ah, mais oui. oui, surprise. Oui, j'ai été en tout cas donc ta comptable. carrière, tu l'as initiée dans cette profession, en fait. C'est ouf. Ok. Et donc, très peu de temps, à vrai dire. Et puis après, très vite, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en collaboration avec mon ex-époux. Et on a créé un e-commerce. Okay. Et puis après, de fil en aiguille, on a dû se former sur tous les aspects marketing. Et par la suite, j'ai intégré Life en tant que directrice de communication en premier lieu. Ok. Voilà, parce que, en tout cas, j'étais amie avec les dirigeants. On avait eu un coup de cœur pour le projet. Et voilà, c'est là où l'histoire a commencé. Et justement, alors raconte-nous un peu Life, quelles sont les actions et puis ce serait aussi intéressant du coup de comprendre son évolution à partir du moment où tu es arrivé jusqu'à maintenant. Si tu peux un peu nous permettre d'en voir un peu plus sur l'ONG du coup. Donc Life, c'est une ONG qui a 15 ans cette année, qui a été fondée par un groupe d'amis, plutôt au départ sur une idée de solidarité dans leur ville, voilà, en Seine-Saint-Denis. Et puis après, très vite, il y a eu un souhait d'ouverture sur l'international. C'est là que du coup, on peut parler d'ONG, parce que de base, c'est une association de loi 1901. Il n'y a pas de statut particulier pour être une ONG. C'est juste le fait de dire que, en fait, on a une ouverture sur l'étranger. Et donc, ça a commencé par des projets de forage au Togo. Un projet, à vrai dire, qui était pour eux comme un rêve, voilà, de pouvoir... impacter la vie de personnes à l'autre bout de la planète. Ils ont réussi à lever à l'époque une petite somme. Ils sont partis et puis ils ont vu l'impact réel, les conditions dans lesquelles se trouvaient en tout cas les populations en zone rurale avec un accès à une eau qui n'était pas salubre.
Et donc, de fil en aiguille, ils ont mobilisé des amis et un cercle de plus en plus large pour collecter. Et puis après, ils se sont lancés sur les réseaux sociaux. Et c'est là où Life a pris, on va dire, une certaine envergure. Moi, je suis arrivée en 2014, d'abord comme community manager. Et puis, quelques temps après, j'ai pris la direction de la communication après une petite pause à titre personnel. Et donc, en 2018, Life avait à peu près une collecte de 1,5 million, exclusivement, on va dire, en termes de canaux de collecte sur les réseaux, et notamment avec la publicité, Facebook, AdWords, Google, etc. Et puis moi, à mon niveau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que la manière dont ils géraient le budget publicitaire, en fait, était capée. Ils avaient un budget pour une campagne, ils faisaient en sorte de maximiser les revenus, mais il n'y avait pas cette... moi j'ai vu que les performances étaient dingues à l'époque, parce que la publicité coûtait pas très cher. Et j'ai dit, mais pourquoi on ne scale pas? Et en fait, ça a été ça, je pense, qui a vraiment permis de maximiser la collecte, parce qu'en un mois, on a fait quasiment la collecte de l'année précédente. Voilà. Incroyable. Alors là, je trouve ça hyper intéressant. Alors aussi, moi aussi, j'ai découvert Life sur les réseaux sociaux aussi à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître cette ONG. J'aimerais aussi qu'on aborde un point que tu as abordé juste avant, et puis ça fera écho à ceux aussi qui sont fidèles sur le podcast, parce que j'ai invité quelqu'un qui s'appelle Ismaël Moussa, qui est expert comptable, qui lui était sportif de haut niveau, et puis lui, il est né en fait au Cameroun. Et donc, il a vécu deux mondes. Le monde là-bas, dans un village où il n'y a pas d'eau, où les enfants ils vont pas à l'école parce que ils doivent faire beaucoup de kilomètres pour aller chercher de l'eau potable, et donc du coup, ils sont fatigués pour y aller. Et puis le monde d'ici où c'est un peu... c'est la good life, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux aussi nous ramener dans comment ça se passe et qu'est-ce que vous découvrez quand vous menez en place ces projets? Et qu'est-ce qu'il en retourne après pour les populations qui habitent? On a envie de voyager un peu dans cet univers aussi pour prendre aussi la mesure de à la fois ce que vous faites, mais aussi ce que les gens peuvent vivre. Ouais. Après, alors oui, c'est vrai que si on prend l'exemple d'un point d'eau, on part d'un quotidien d'un enfant ou d'une femme, parce que généralement, c'est plutôt eux qui sont de corvée d'eau, qui doivent parcourir des dizaines de kilomètres en fait, quotidiennement pour aller chercher de l'eau qui n'est pas forcément potable, soit dans un forage qui va être très éloigné de leur village, soit dans des sources d'eau insalubres, avec des bidons d'eau sur la tête. Et puis, aller-retour, ça leur prend plusieurs heures, clairement. Et c'est autant de temps qui passe pas, soit pour les femmes à développer des activités qui vont être génératrices de revenus, ou pour les enfants d'aller à l'école, tout simplement. Ouais, Donc, nous, c'est clair que quand on arrive dans un village et qu'on met en place un point d'eau, il va y avoir des effets de bord assez importants sur la santé, sur l'éducation pour les enfants qui vont pouvoir aller s'instruire. Et puis justement sur toute la vie d'un village, finalement, avec un développement de l'agriculture ou en tout cas de maraîchage et de temps aussi, parce que les femmes vont avoir plus de temps pour se consacrer à d'autres tâches. Donc voilà, ça c'est sur un seul volet. Et après, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de combiner nos volets d'action. Tu les as un petit peu rappelés tout à l'heure, pour maximiser l'impact. Donc, on va par exemple mettre un forage aux abords d'une école. On va faire en sorte, par exemple, d'accompagner l'école sur la mise en place d'une cantine scolaire. Donc, avec par exemple notre programme 1 euro, un repas, on va fournir pendant un temps donné, qui peut être par exemple d'une année, on va dire, l'école en denrées sèches. Ce qui va permettre que les enfants aillent d'autant plus à l'école, parce que ça fait, on va dire, un allègement pour les familles qui n'ont pas une bouche à nourrir, qui se disent que l'enfant peut s'instruire en sérénité. Donc, ils vont d'autant plus les envoyer en classe. Et puis, parallèlement, du coup, on va développer les activités de maraîchage pour que l'école soit autonome et même dégage des revenus. Donc, voilà, c'est le genre de projet qu'on mène, où on combine vraiment plusieurs aspects de notre expertise. Hyper clair. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui veulent donner à l'association, que vous soyez particulier ou même des entreprises, puisqu'il y a beaucoup de cabinets aussi qui nous écoutent. Vous pouvez le faire directement en description de cette vidéo. Tu me donneras le lien pour que, s'il y a un lien spécial, pour qu'on puisse le mettre.
Et puis, naturellement, bah, c'est déductible Oui, tout à fait. sur le crédit d'impôt, etc. Donc, OK, super. Du coup, déjà, il y a un truc qui m'intéresse, Fanny, c'est que tu as mentionné des termes très entrepreneuriaux, tu Mmh. vois, scale, on a fait finalement le revenu, j'aurais presque envie de le dire, euh, par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière avec une stratégie marketing. J'aime aussi beaucoup cette approche-là, parce que je pense que c'est une association, c'est pas où on entre guillemets, on fait pitié et donc on doit quémander de l'argent pour avoir quelque chose. Non, non, il faut aller chercher le revenu et il faut aller convaincre aussi les gens pour réaliser sa propre mission. Du coup, comment une ONG, c'est quoi ses sources de revenus? Comment ça fonctionne et comment elle arrive à les capter finalement de la valeur pour réaliser sa mission? Ouais. Bah, alors, ouais, une ONG, bon, il y a plusieurs sources de revenus. Il va y avoir, les financements, par exemple, publics, les dons d'entreprise, le mécénat et cetera, ou bien la collecte directe aux particuliers. Nous, on va dire qu'on a 90, même peut-être plus, 95 de nos dons qui proviennent de donateurs particuliers. Mhm. On essaie de développer un petit peu la collecte, aux entreprises. Donc, coucou, les entreprises, Coucou si les vous êtes cabinets. intéressés. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, pardon, j'ai perdu le fil de ta question. Les différentes sources de financement, Ouais, tu voilà. vois. Donc, c'est ça, essentiellement. Ok. Si je prends un établissement public, par exemple, tu vois, euh, sur quelle base, lui, il va te donner? Il te dit, attends, moi, je finance une typologie d'actions, je finance des actions qui sont en France, à l'étranger. C'est quoi leur thèse d'investissement, finalement, à eux? Bah, eux, ils vont, se concentrer sur des propositions de projets Ok, ou bien vont faire des appels à projets pour certaines zones, certains pays qui sont dans leur scope. ok, Donc voilà, c'est comme ça et soit on y répond, soit on soumet, des projets. ok, ça marche. Est-ce que c'est une activité où il y a de la saisonnabilité? Oui, bah, clairement parce que forcément tu as des sortes d'urgences programmées, j'ai envie de dire, notamment, je sais pas, les périodes de grand froid, les Ah oui. périodes de soudure, donc je sais pas si tu vois ce que ça veut dire? Non, Non? non, D'accord, pas du tout. bah, j'explique Soudure, alors donc du là, coup. je me dis peut-être qu'il y a un endroit où on doit souder quelque chose, mais là, Non, j'imagine que c'est non, là. non, ça va être une période de creux, liée en fait, à l'exploitation des ressources, Ah oui, agricoles, voilà. ok. Et donc, bah, sur ça, en fait, on peut venir, en appui, aux populations, ouais, qui exploitent et puis qui, du coup, en fait, se retrouvent par exemple, la saison des pluies, tu vois? Ok. Ah oui, je vois, Voilà. hyper clair. Entendu. Euh, du coup, là, si je comprends bien, donc il y a 90-95% des dons qui sont sur des dons particuliers. C'est quoi les stratégies un peu marketing pour justement aller capter ces dons et comment vous arrivez finalement à convaincre en fait les gens, tu vois? Et ben, en fait, j'ai envie de te dire, donc du coup, tu parlais de saisonnalité. Moi, je t'ai Oui, répondu sur l'aspect terrain. exactement. Mais pour revenir sur l'aspect plutôt collecte, bah, pareil, il y a des temps forts, bah, par exemple, de générosité comme Noël, comme, par exemple, je sais pas, les événements comme, la journée de la femme, voilà, Ah oui, on peut d'accord. aussi s'appuyer sur ce genre de choses. Ok, Nous, on a, une grosse partie de notre, communauté de donateurs qui est de confession musulmane, donc ok. il va y avoir aussi tous les aspects, de temps de collecte confessionnelle. Ah oui, ok. Par exemple, Donc le ramadan, voilà, c'est on y est ça. dedans, là, en tout cas, au moment où on Exactement. enregistre. Donc, Exactement. Et donc, bah, du coup, oui, effectivement, on va s'appuyer sur ces temps forts-là, ok. pour appeler à la générosité. Et puis, bah, il y a aussi, tout ce qui est lié à la notion d'urgence, quand il y a, une catastrophe où, bah, pareil, il faut qu'on soit réactif aussi, pour faire, un appel, aux dons. Comment ça se gère, les finances d'une ONG? Parce que tu vois, si ma mémoire est bonne, lorsque on fait des dons, parfois tu peux, accepter de payer des frais de gestion ou pas. Mmh. Des fois, tu payes pour, des fonds spécifiques, pour un projet spécifique. Ouais, mais du coup, comment tu fais pour payer tes charges fixes, ton loyer? Comment tu fais aussi pour avoir de l'argent pour de la pub, Oui. justement pour, avoir plus de collecte? Bah, alors du coup, déjà, il y a vraiment une notion de fonds dédié. C'est-à-dire que le donateur, quand il choisit d'effectuer son don, il le fait sur, une cause en particulier, sauf s'il souhaite nous donner sur le fonds général. Mmh. Et dans ce cas-là, bah, à nous, en fait, de faire en sorte de vraiment, suivre, et de traquer le don, on va OK. dire, pour qu'il soit, affecté, bah, sur, la bonne campagne. Ensuite,
Par rapport aux frais de gestion, donc oui, on en a puisqu'on est quand même une structure avec des professionnels. Et donc du coup, bah, il y aura forcément des frais de collecte, comme tu l'as dit, donc frais de recherche, d'appel à la générosité, des frais de structure, qui sont une part qu'on déduit du don. Donc là, par exemple, on est peut-être à 8%, 8-9% de frais de structure, je pense, en prévisionnel cette année. Ok. Ça oscille très peu, en fait, chaque année. Et puis, à peu près 20% sur les frais de collecte de dons. Parce que, ouais, effectivement, comme je le disais, les coûts publicitaires ont pas mal augmenté ces temps-ci. Donc, on essaie de trouver justement des leviers. Mais oui, en tout cas, voilà un peu comment ça se répartit. Nous, on essaie d'être vraiment le plus léger possible. Hmm. Donc, on n'a presque pas de bureau. Enfin, on a dans la sous-région, en Afrique subsaharienne, en fait, on a un petit bureau à Dakar. Mais voilà, on n'est pas dans le faste. On fait vraiment Ouais. en sorte que, comme tu parlais, de maximiser, en tout cas, l'impact de notre don. En tout cas, c'est ça, nous, notre profit. Voilà, c'est l'impact social qu'on va pouvoir dégager. Donc, ouais, en tout cas, on essaie vraiment d'être un maximum efficient. Vous êtes une quarantaine. Oui. Là, j'ai une question qui me vient. Euh, c'est quoi la culture? Tu vois, souvent on parle de culture d'entreprise. Tu vois, l'excellence, bon bref, tout le tralala, avec la culture qui porte à l'entreprise. Mais du coup, chez Life, c'est quoi la culture et qu'est-ce qui lie les gens entre eux? Tu vois, si on pouvait vous identifier d'une telle manière ou vous qualifier, tu vois, là, par exemple, tu dis, nous, on essaye vraiment de veiller à ce que le don, il ait un impact. Mm. Ça fait partie de la culture chez vous. Ouais, Mais du totalement. coup, comment tu recrutes les gens? Ok. Eh ben, en fait, on a des valeurs, voilà, qui ont été définies au fil des années, on va dire. Voilà, qu'est-ce qui nous définit finalement? Et en fait, on a le sourire, voilà, qui est une valeur forte chez nous en termes de communication, de la manière dont on collabore aussi entre nous, l'efficience, j'en ai parlé tout à l'heure, la transparence, c'est hyper Hmm. important. Et donc, du coup, c'est pour ça que, voilà, clairement, venir aborder ces sujets, ça rentre complètement dans notre système de valeurs. L'engagement et la solidarité. Donc, clairement, voilà, pour recruter quelqu'un, il faut qu'il ait tous ces atouts-là, il faut que ça fasse partie de son ADN. Et en tout cas, ça fait partie ouais, de l'ADN de Life, en plus des valeurs d'universalité. Tu vois, il y a un truc qui est hyper intéressant. Alors, du coup, tu vois, j'essaie de me projeter. Imagine demain, je devais être responsable du recrutement dans une ONG, tu vois. Mm. Et comment on arriverait à identifier, tu vois, j'imagine qu'il y a des gens, ils se disent, ah, peut-être pour un besoin intrinsèque, de dire, ah, bah, si je fais quelque chose de bien dans ce monde, euh, des fois, c'est peut-être une motivation comme ça. Mhm. Mais comment tu arrives à aller déceler que la personne, elle respecte tous les cadres que tu viens de me dire? La transparence, la bienveillance, la solidarité. Est-ce que tu as des typologies de questions à poser aux gens pour essayer d'aller chercher ça chez la personne? Si c'est juste un kiff du moment ou alors si ça fait vraiment partie d'elle-même? Je sais pas un peu. Ouais, c'est un peu. J'ai envie de dire, après, bon, un entretien, ça reste un entretien. Je pense que les choses, elles se démontrent plus Ouais, qu'elles se disent. ouais, t'as Donc, raison. en fait, on le voit à l'expérience, j'ai envie de Ouais. dire. Mais oui, après, dans les entretiens, oui, je pense que ça se voit dans le parcours que les Hmm. gens ont eu, dans la démarche qu'ils ont. Je pense qu'on arrive à voir si c'est de la fausse voilà, Ouais. intention ou si réellement c'est sincère. J'ai pas des questions types, je pense que c'est un peu au feeling, quoi. Ok, hyper clair. Non, je te pose cette question parce que tu sais, dans la filière compta, en tout cas maintenant, c'est une tension dans le recrutement, tu vois. Ouais. Et donc, c'est bon, comme un peu partout, hein, comme dans beaucoup de filières, mais du coup, c'est pour ça que j'avais cette question qui me venait en tête. Euh, je reviens un petit peu en amont. Euh, tu dis on traque aussi. Du coup, est-ce que vous avez une comptabilité analytique? C'est quoi votre système comptable en interne? Justement, aussi pour euh, analyser peut-être les dépenses faites sur un projet. Comment on se dit aussi, ah, est-ce que je dois faire attention? Est-ce que je dois pas trop dépenser? C'est quoi un peu la logique et la culture financière au sein de Life? Alors écoute, on n'est pas dans une analyse qui va être par projet ou par volet. Ok. Au niveau de la manière dont les équipes siègent, entre guillemets, fonctionnent, travaillent, on fait des pondérations un peu, on va dire, Avec des clés de répartition? arrondies. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, des clés de répartition, mais qui vont pas être au millimètre, parce qu'on se dit que ça va nous prendre peut-être aussi trop de temps de faire, par exemple, je sais pas,
de mettre des timers ou ce genre de choses. Ouais, c'est clair. Mais voilà, clairement, on essaye de mesurer, grosso modo, l'implication et la répartition par volet ou par projet. Mais après, on a aussi un système où on essaie de faire en sorte que les projets soient un peu solidaires les uns des autres parce qu'il y a des projets ou des volets d'action qui seront plus, entre guillemets, profitables que d'autres, sur lesquels on Hmm. a plus de marge de manœuvre en termes ouais, voilà, financière, et d'autres non. Et Ok. voilà, finalement, ils se soutiennent un peu les uns les autres. Ah oui, je vois. Et on le fait aussi au niveau des projets. Par exemple, un forage, clairement, en Afrique subsaharienne ou en Asie, ou même, là, je parle de deux continents, mais même en fonction des pays voisins, ne va pas être le même. Hmm. Mais plutôt que de se dire, on va faire, je sais pas, mettre un coût, je sais pas, de 1 000 € dans tel pays, 1 500 dans tel autre, et puis 5 000 dans tel autre, ben on va faire en sorte voilà, de niveler, Ok. proposer un forage qui va être à 2 500 € et faire en sorte voilà, qu'il y ait une solidarité entre les projets. Parce que sinon, c'est une conviction aussi, ça créerait malheureusement, on va dire, des inégalités Ouais, je vois. en termes d'aide. Parce que les gens choisiraient peut-être plus, en tout cas des projets qui coûtent moins cher, en se disant bah, je vais en faire plus. Et ça Hmm. privilégierait pardon, certains pays par rapport à d'autres, Ah oui, je ou vois. certains projets par rapport à d'autres aussi. Ah oui, oui, je vois. Hyper clair. Hyper clair. Euh, Toi, c'est quoi ton tableau de bord financier? Qu'est-ce que tu regardes pour veiller au poumon de la bonne santé financière de Ouais, l'ONG? ok. Bon, alors déjà, il y a tous les aspects de collecte, clairement. Par exemple, la collecte journalière, mensuelle, voilà, à différentes mailles. On regarde le taux de redon. On regarde la mensualisation, parce qu'aujourd'hui, je parlais de l'augmentation du prix des coûts publicitaires. Donc, du coup, l'idée, c'est de pérenniser un maximum les dons. Et bah, c'est pour ça qu'on est parti sur une stratégie de mensualisation. Hmm. Donc, on a un objectif de 50%. Pour l'instant, on est à 20%, pour te donner quelques idées. Donc après, on est sur tous les aspects qui vont avoir trait à la mensualisation et à la fidélisation, donc la LTV, le MRR, le churn rate, voilà, tous C'est ces trop genres de ouf. choses. Ah ouais, c'est trop ouf. Attends, c'est trop bien. Euh, euh, Comment ça vient, ça, au fur et à mesure, de mettre en place ces actions? Quels sont les événements qui vous ont permis de faire ça? Ou qui vous ont dit, ah bah c'est ça qu'on doit faire? Parce que tu vois, dans le monde de l'entreprise, forcément, je ne Mhm. vais pas te l'apprendre, mais du coup, on essaie toujours d'améliorer, rendre euh, le projet toujours plus profitable. C'est quoi les événements ou l'indicateur ou le moment où vous vous êtes dit, ouais, ça, il faut qu'on puisse le faire? En fait, oui, c'est les coûts, hein, tout simplement. C'est le ROI, c'est ce genre de choses, en fait, où Ouais. clairement, la mensualisation, c'était pas forcément au départ une stratégie. En fait, on se disait, oui, bien sûr, il faut qu'on maximise le coût enfin, faire en sorte que le coût d'un donateur soit le plus bas possible. Mais après, oui, forcément, en fonction des chiffres et de l'évolution de ces chiffres-là, on essaie de mettre en place des stratégies qui nous permettent, en tout cas, d'améliorer ces taux-là. Hyper clair. Ok. Est-ce que tu as d'autres indicateurs que tu regardes? Bah oui, après, il y a aussi tout ce qui concerne la partie des dépenses, hein, forcément. Donc, on a des budgets, donc faire en sorte que on ne soit pas sur des taux de dépassement trop importants. Il y a tout ce qui concerne aussi les taux de change, Hmm. où on va Hmm. avoir aussi, bien sûr, un suivi, essayer de faire en sorte voilà, de maximiser encore une fois notre impact. Ok, hyper clair. Là, je comprends bien l'aspect du revenu. Je trouve ça intéressant. Mhm. Alors attends, est-ce que je pourrais le verbaliser d'une bonne manière? Euh, la mission d'une ONG, c'est d'apporter une valeur qualitative. Comment on arrive à vérifier la performance de ce qu'on fait? Ok. Tu vois ou pas? Oui, 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 bien sûr. Ça va être tous les indicateurs d'impact sur le terrain. Donc, il y en a plein. En fait, ça va dépendre du projet. Donc, on va avoir les indicateurs, bien sûr, de résultats. Donc, est-ce que combien de personnes on a aidé concrètement, combien de tonnes de nourriture on a distribué, quel était le coût d'un colis, quelle Hmm. était, je sais pas, par exemple, la variation de prix par rapport à
à la campagne précédente qu'on aura fait au même endroit. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là qu'on va bien sûr vérifier. Et puis après, comme je disais, tout ce qui est impact, donc ça, après, ça va être des mesures sur, par exemple, le taux d'absentéisme à l'école, plus largement aussi le retour, je sais pas, le retour à l'emploi des personnes qui seront Hmm, formées. Voilà, ce genre de choses. hyper clair. Euh, Toi, euh, en étant à la tête de... Alors, j'allais te dire, euh, qu'est-ce qui te sensibilise le plus? C'est pas du tout ce que j'ai envie de dire. Mais on va dire que tu es intransigeante sur quoi? Sur la gestion financière dans l'ONG. Là, tu te dis ça, on peut pas dépasser ça, il faut qu'on fasse attention. Tu vois? Ouais, alors en fait, j'ai envie de te dire, je suis plus intransigeante sur l'amélioration continue, en fait, j'ai envie de te dire. Ouais, je vois. C'est pas tant tel ou tel chiffre, mais c'est de faire en sorte de performer de plus en plus, ou en tout cas de minimiser, comme je disais, les baisses de performance qui parfois sont pas de notre fait. Bah voilà, comme encore une fois, les coûts publicitaires, j'en parle beaucoup, mais parce que, parce que ça a un fort impact pour nous, parce qu'encore une fois, on est assez dépendant des dons particuliers, qu'on a conscience que 1 euro, c'est 1 euro. Et d'ailleurs, on appelle à collecter à partir d'1 euro parce qu'on sait faire des choses avec juste 1 euro. Et clairement, voilà, mon ambition, c'est vraiment de faire en sorte que cet euro-là, il soit un maximum reversé aux personnes qui en ont le plus besoin. Hmm. D'ailleurs, juste en off, tu me parlais de campagnes publicitaires gratuites qui sont... euh, Oui, alors, il y a Floriane qui gérait oui. cet aspect un peu, tu vois, dans la coordination de cette discussion. Euh, Comment on arrive à finalement avoir des campagnes publicitaires gratuites alors qu'il y a certaines personnes qui vont payer des centaines ou peut-être des milliers d'euros, tu vois, pour justement avoir cette résonance. Et donc là, sur des chaînes télé qui sont connues, Oui. comment ça marche ça? Comment ça se négocie, tu vois? En fait, il y a des programmes particuliers que eux développent, en tout cas dans le cadre de leur démarche RSE. Et voilà, qui nous permettent en tout cas de postuler. Donc c'est assez lourd. Et donc bravo et merci Floriane en fait pour le travail qu'elle fait. Je lui fais coucou. Et donc voilà, qui nous permettent de soumettre en tout cas nos spots de pub et de pouvoir bénéficier d'emplacements publicitaires gratuits. Et puis par exemple sur les radios, on a souvent aussi des remises, etc. C'est vrai qu'il y a quand même des dispositifs pour les associations Hmm. qui sont avantageux, même au niveau des outils. Par exemple, marketing, c'est souvent on peut avoir accès à des programmes avec des réductions. Donc voilà. Trop bien. Euh, je vais partir un peu dans la partie plutôt réglementaire hein, de la gestion financière. Il y a forcément un commissaire aux comptes qui vient Ouais. regarder. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Combien de fois il vient? Est-ce qu'il vient plusieurs fois par an? Est-ce qu'il vient qu'une seule fois? C'est quoi un peu ses demandes, tu vois? En fait, non, il ne contrôle qu'une seule fois par an. Donc, en fait, on passe par un cabinet d'expertise hein, pour nous aider sur la génération des comptes annuels. Et puis après, le CAC, oui, il nous pose des questions sur... franchement, ça peut être assez poussé. En fait, il va prendre certains projets et il va remonter jusqu'aux factures de fournisseurs, voilà, pour voir si tout est carré. Donc, voilà, c'est ce genre de questions qui va poser. Il va vraiment essayer de faire en sorte de voir si on a mis en place tous les moyens de contrôle pour vérifier que nos actions, elles sont toutes légitimes, qu'elles sont toutes tracées, etc. Justement, vous avez un réseau international Mm. et donc vous devez vous appuyer sur des organisations dans des pays. Si je reprends par exemple le Togo, peut-être que vous n'avez pas de bureau, mais vous avez une association qui vous représente là-bas. Comment ça se gère la relation et comment ça, tu vois, quelqu'un il va vous donner en France, vous allez donner à l'association au Togo qui va réaliser finalement la mission. Mais comment ça se contrôle ça et ça se vérifie que tout est ok, tu vois? Ouais, c'est vrai que, on historiquement, en tout cas, les associations, elles avaient plutôt des assises, dans les pays, hein, généralement, voilà. Nous, ça a pas été notre façon de procéder. En premier lieu, c'était clairement une question de nécessité parce que Life n'avait pas les moyens, Hmm. j'ai un petit peu raconté, comment ça a commencé. Donc elle n'avait pas les moyens, en fait, de s'installer dans les différents pays d'action. Donc très vite, en fait, elle a mis en place des partenariats avec des associations, locales qui, connaissent, bien,
leur terrain. Et avec lesquels en fait on est en co-construction sur les projets. Maintenant, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est ce qui est souhaité. On parle de relocalisation de l'aide, c'est-à-dire de faire en sorte de collaborer le plus possible avec les entités locales. Donc c'est l'AFD, l'Agence française de développement, par exemple, elle donne des objectifs aux associations qu'elle supporte pour aller dans ce sens. Donc au final, c'est quelque chose qui a toujours été fait comme ça chez Life, donc pas de nouveauté. Et je pense qu'on a un process qui est quand même assez bien rodé. J'ai oublié ta question. Et ma question, c'était comment on s'assure que tu vois, l'argent, il va pas autre part, en fait. Et voilà, clairement, donc, du coup, j'enchaîne. Écoute, on a tout un process de due diligence qui est bien en place chez nous. Donc, allez, si je vais dans le détail, une association avec laquelle on souhaiterait collaborer, parce que déjà, en termes de valeur, en termes de projet, on sent qu'on peut aller dans le même sens, on va lui demander tout un tas de documents donc, qui vont être vérifiés par différents pôles à l'intérieur de la structure pour s'assurer aussi d'une parfaite conformité, voilà, c'est ça, et impartialité. Et donc, du coup, on va leur demander les états financiers des 2 dernières années, leur rapport d'activité. On va demander aussi tout ce qui est statutaire, etc. La composition de leur CA. Avec ces éléments-là, on va faire, on va dire, notre analyse. Ils vont nous soumettre aussi des idées de projet, etc. Donc, ça va passer par le coordinateur pays, puis par le directeur des opérations, puis par le pôle finance, donc qui va faire une analyse des éléments financiers. Ça va passer aussi par un cabinet externe qui est spécialisé en screening et qui va vérifier à la fois la réputation de l'entité, de ses banques, mais aussi de tous les membres de la direction et du conseil d'administration. Voilà, et puis en dernier lieu, après, ça passe par moi. Voilà. Oui, d'accord. Donc, du coup, toi, ça te permet après d'avoir tous les outils, ou en tout cas tous les éléments qui permettent de dire, oui, en fait, on peut y aller ou pas, mais du coup, tu peux t'appuyer sur des choses qui sont... C'est très concret. Ouais, c'est clair. Donc là, on est un peu moins dans l'émotion à ce moment-là, et là, on est vraiment sur quelque chose de pragmatique, quoi. C'est ça. Ok, hyper clair. Tu parles de rapport d'activité. Pour une ONG, est-ce que c'est obligatoire, ça, comme document ? Alors, ce qui est obligatoire, c'est plutôt la partie financière, de ce qui me semble. Il doit y avoir normalement, donc les comptes annuels, un rapport du trésorier, et puis le rapport du CAC. Voilà. Mais après, le rapport d'activité, il est essentiel, de toute façon, pour pouvoir rendre compte. En tout cas, je ne sais pas si c'est obligatoire légalement ou pas, mais en tout cas, pour nous, ça l'est. Ouais, je vois. Mais il me semble avoir vu ça sur votre site internet. Oui, en fait, on fait des rapports annuels d'activité. Après, on fait d'autres types de reporting aux donateurs. Déjà, les donateurs qui financent individuellement des projets, on va leur faire un reporting individuel sur, par exemple, la localisation de leur forage, avec les coordonnées GPS, etc. Les différentes étapes de suivi de projet. Et puis, sinon, au niveau des campagnes aussi, on va faire des rapports qu'on va envoyer plutôt sur les réseaux sociaux ou par newsletter. Ok. Quelles sont les compétences dont on a besoin pour faire fonctionner une organisation comme ça ? Quels sont les profils qui composent l'ONG ? Tu vois, je me rends pas bien compte, tu vois, comment c'est organisé, comment c'est structuré, pour qu'on puisse aussi comprendre. Ouais, nous, on a 4 pôles. Donc, on va avoir le pôle finance. Allez, commençons par là. Voilà. On a le pôle relations donateurs, la communication marketing, et puis le pôle des opérations. Ok. Donc, on pourrait dire que relation donateur, on va dire que là, c'est plutôt le business, c'est commerce, quoi, si on le transpose à l'entreprise. Est-ce que ce serait ça ou pas ? Non. Ou c'est plutôt la relation client ? C'est ça, c'est la relation client. Ouais, ok, je vois. C'est le care. Ouais, exactement, c'est le care, en fait. D'accord, ça marche. Bon, la finance, ça n'a pas de façon, ça a pas de... C'est toujours pareil. Et la partie opération, c'est comment on organise... Les projets, concrètement. Ouais, les projets, quoi. Ça, c'est le produit, quoi, en fait. C'est ça, c'est l'action, ouais. Exactement. Ok, hyper clair. Hyper clair. Comment on arrive aussi à coordonner des actions qui sont réalisées dans des pays aussi lointains ? Donc là, j'ai bien compris. Vous faites votre audit, on bosse avec cet asso, tu lui envoies 10 000, 15 000 ou 50 000 euros pour réaliser X projet. Et comment on s'assure que c'est bien exécuté ?
Sur le terrain aussi, Ouais, tu vois. en fait, on va réfléchir le projet. Ah, c'est Une comme fois ça que qu'on ça marche, en fait. voilà, une fois qu'on a validé l'association, on n'a pas encore validé le projet. Ouais, d'accord, ok, Mais je vois. après, voilà, on va bosser ensemble sur un projet. Il va y avoir toute une concept note, Ok. un budget prévisionnel, etc. On va envoyer une avance de fonds. Et puis après, eh bien, on va demander du reporting, que ce soit financier, du reporting bien sûr opérationnel. Nous, on va se rendre sur place aussi. On va faire des audits réguliers, on va faire de l'accompagnement aussi, parce qu'on n'est pas là juste pour contrôler les travaux finis, on va dire. C'est vraiment comment est-ce que nous aussi, on amène de la valeur au niveau du projet. Et puis, bah voilà, c'est comme ça que ça va se dérouler. Et puis, on va faire au niveau de la finance toujours une vérification des éléments comptables qui auront été envoyés, etc. et qui vont débloquer le reste des fonds pour finaliser le projet, par exemple. Hyper clair. Avant d'enregistrer, tu me disais que tu étais à Paris, demain tu vas au Liban. Mhm. Euh, J'imagine que tu as dû aussi beaucoup voyager, tu vois. Toi, tu as dû aller aussi beaucoup sur le terrain. Euh, Ça t'a appris quoi, toi? Est-ce que tu peux nous ramener un peu dans ton monde, dans toutes ces découvertes que tu as pu faire dans certains pays? Et qu'est-ce qui t'a marqué aussi, tu vois? Et ben, ce que je pourrais te dire, c'est que on n'est pas nous dans une dans une communication du misérabilisme, hein, clairement. Ouais, carrément. Et parce qu'en fait aussi, je trouve que c'est parce que c'est pas du tout, ce serait pas réaliste en fait. Tu vois, il y a de la souffrance, il y a de la misère, il y a tout ça. Il y a aussi beaucoup de résilience, il y a aussi beaucoup de volonté. Et donc, moi, je trouve que l'idée, c'est d'aller s'inspirer des personnes qui sont sur place, qui certes ont des problématiques, mais de voir comment est-ce que nous, on peut être une petite aide supplémentaire. Mais généralement, les solutions, elles sont déjà sur place. Hmm. Et puis l'idée, c'est pas du tout de reproduire et d'imposer une vision et un schéma de ce que nous, on connaît. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaye de faire attention et de pas ramener, on va dire, cet œil, voilà, de blanc, j'ai envie de dire, ou Oui, oui, je comprends. côté un Ouais, petit peu colon, etc., ouais. Ouais. qui vient avec ses idées, et avec une, une posture sur ce que devrait être la vie des personnes qu'on souhaite soutenir. Non, en fait, nous, on est dans une démarche de soutenir l'autonomisation des personnes, mais par leur propre implication et avec ce qu'elles trouvent pertinent pour elles-mêmes. Hyper clair. En fait, je trouve que c'est super vertueux ce que tu dis. Pourquoi? Parce que peut-être dans une fausseté ou une fausse image, j'aime bien le terme. On n'est pas on n'est pas dans une posture de misérabilisme. C'est ça que C'est ça. c'est ça que tu as dit. Mm. Je trouve que c'est intéressant dans le sens où chacun aussi vit des difficultés, mais chacun peut s'apprendre, hein, en fait, en réalité, parce que du coup, ça t'apprend aussi la résilience et peut-être le fait de dire, ah, bah, en fait, ça va, merci, il y a peut-être aussi pire. Hyper intéressant. J'aime beaucoup cette vision enfin cette culture, quoi, tu vois, dans l'approche. Hyper clair. Je reviens un peu à mon commissaire aux comptes, tu vois, Ouais. quand même, parce que mon cas qui m'intéresse, nous aussi, on a un commissaire aux comptes. Et du coup, c'est quoi la relation? Est-ce que c'est quelqu'un qui te fait peur? Est-ce que c'est quelqu'un qui te dit, oh, il va trouver un loup? C'est quoi l'approche que tu as vis-à-vis de cette personne? Pourquoi je te pose la question? Parce qu'il y a certaines entreprises qui disent, oh, le cas qu'il arrive, ça me fait flipper. Tu vois, du coup, c'est quoi, là, toi, ton sentiment quand tu... Le truc très drôle, c'est qu'en fait, les CAC, c'est obligatoire à partir de 1 million, je crois, de collecte. Et en fait, Life, dès les premières années, sans dépasser la barre, a fait appel à un CAC. Pour nous, c'est encore... Enfin voilà, c'est important, la transparence et l'efficience. Ouais. Et donc, en fait, se faire challenger, on est peut-être un peu masochiste, mais on aime ça. Et Ouais, donc là, du coup, on est en lien en fait avec un label qui s'appelle IDEAS. Et en fait, on travaille avec eux pour améliorer nos process internes en matière du coup de pilotage, de gouvernance et de finance aussi. Ok. Parce qu'en fait, on a toujours envie de ce mieux. Et quand tu parlais de cette mentalité d'entrepreneuriat, ouais, clairement, c'est une culture chez nous. Les fondateurs sont des entrepreneurs. Je suis une ancienne entrepreneuse, donc on a ça dans le sang. Ok, hyper clair. Du coup, est-ce que les fondateurs de l'origine, ils sont encore là, ou est-ce qu'ils ont passé la main? Comment ça a marché aussi, cette transition? Ouais, alors, il y a un noyau de fondateurs qui est encore là.
et d'autres qui se sont mis en retrait parce qu'ils avaient d'autres activités, etc. et qui regardent, on va dire, de loin l'association prospérer et grandir. Mais il y a encore des personnes de la première heure ouais, qui sont parmi nous, et notamment le président Tarek El-Kaoudi, et le trésorier aussi, qui sont des personnes qui étaient bénévoles des premiers instants. Ouais. Euh, Parlons un peu de toi aussi hum, dans cette organisation. À quoi ressemble ton agenda? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu échanges avec les équipes? Est-ce que tu échanges avec tout le monde? C'est quoi? À quoi ressemble ta semaine, quoi? Ma semaine, elle va être beaucoup rythmée de réunions. C'est vrai que c'est peut-être pas très vendeur, mais au final, c'est vrai qu'à mon poste, voilà, j'ai pas forcément ce truc d'humanitaire qu'on peut s'imaginer, voilà, baroudeur et tout. Non, enfin, moi, voilà, je fais beaucoup de pilotage. Je suis en lien avec tous les responsables des pôles qu'on a cités tout à l'heure. Et puis vraiment, moi j'ai ce rôle j'ai envie de dire facilitateur, de stratège aussi, parce que on va dire on orchestre à la fois tout ce qui est euh, budget, tout ce qui est aussi Hmm. vision. Donc là, par exemple, on a travaillé avec les équipes sur le plan stratégique à horizon 2029. Et puis voilà, au quotidien, il faut dérouler. Et c'est quoi un peu, du coup, c'est quoi votre rêve justement à cet horizon 2029? On est en quelle année là? 2025 au moment où on enregistre? Ouais. C'est quoi votre rêve et votre cap justement pour les prochaines années? C'est justement de faire encore plus de liens entre nos différents volets d'action. C'est d'aller sur la partie voilà, accompagnement de la jeunesse, sur les nouvelles technologies aussi, les intégrer encore plus Ah oui, voilà, et sur le terrain et dans nos process internes. Voilà, c'est un petit peu tout ça. hyper clair. La RSE, Mhm. j'aimerais juste qu'on aborde aussi ce point. Euh, En quoi une entreprise, lorsqu'elle collabore avec une ONG ou une association, ça contribue à gagner des points sur la RSE? Tu vois, je sais pas si c'est très clair ce que Ouais, je ouais, dis, ouais. mais comme c'est quelque chose qui est très en vogue, si on peut en parler de ça. Et ben, sur plusieurs volets, déjà, je pense sur la partie mécénat de compétences, il y a des choses il y a des ponts à faire, clairement, parce que forcément, pour alléger, on va dire, les coûts de structure d'une entité comme la nôtre, le fait de pouvoir, en tout cas, permettre à des employés d'allouer du temps, que ce soit sur des compétences techniques ou des compétences support, etc., c'est quelque chose qui peut vraiment être voilà, vraiment créateur de valeur pour nous. Il y a aussi tout l'aspect peut-être fédération des équipes autour d'un projet commun. Donc, par exemple, nous, on fait des opérations ou des projets sur mesure pour certaines entreprises. Ça a été le cas du groupe Bébé Hôtel il n'y a pas très longtemps. Il y avait un des gérants du groupe qui avait été directement impacté par le décès de plusieurs membres de sa famille suite au séisme au Maroc. Ok, Et du coup, le groupe s'est mobilisé. Nous, en fait, on a fait en sorte d'intervenir dans le village en question et de reloger dans des mobil-homes toutes les familles qui avaient été privées de leur logement. ah oui, donc ça veut dire que les Voilà. entreprises, elles peuvent créer voilà, ils ont une action qui Ouais, les sensibilise ouais. et ils peuvent finalement vous mandater, vous, de pouvoir l'exécuter sous réserve que ça rentre Que ça rentre ouais, tout dans à votre fait. vision. Dans notre vision, dans nos pays d'action, etc. Donc oui, c'est possible de réfléchir les projets comme ça. En fait, en tout cas, eux savaient qu'on était déjà en train d'intervenir sur le terrain à ce Ah oui, moment-là. d'accord, On ok. était déjà en train de reconstruire dans certains villages. Et puis carrément, ils ont même organisé après, on va dire, une mission où ils sont allés constater, on va dire, les résultats du projet sur place dans le village. Trop Donc bien. oui, c'est le genre de choses qu'on fait. Il y a aussi des entreprises qui font appel à nous pour financer des forages. Donc, on propose des forages à 2500 euros ou bien des châteaux d'eau à 10 000 euros. C'est vrai que les entreprises, elles aiment beaucoup l'idée de mobiliser leurs employés sur un projet
et où il y aura quelque chose de très concret qui va en ressortir, c'est-à-dire un forage qui va porter le nom de l'entreprise ou en tout cas le nom Hmm. qu'ils choisiront de donner. Donc oui, il y a par exemple Fun Radio qui avait fait ça. Ok, ok, hyper clair. Euh, Tu parlais aussi du mécénat de compétences. Ce serait quoi les compétences que Life pourrait avoir besoin ou genre c'est difficile de les trouver ou de les avoir? Et j'imagine que le mécénat de compétences, ça peut être intéressant aussi lorsque c'est dans le temps. Pas que c'est juste comme ça, 1 heure ou Oui, deux. Parce non. que sinon, après, c'est un calvaire à gérer. Comment tu fais quantum board pour que les gens ils puissent apporter la valeur aussi. Euh, est-ce que ça, c'est des choses que vous faites souvent, que vous avez déjà fait, que vous souhaitez développer? C'est quoi un peu. Ouais, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup plus développer. En tout cas, on l'a déjà fait, notamment sur la RH. Par exemple, c'est pas vraiment est-ce que c'est des compétences difficiles à obtenir, mais c'est est-ce qu'elles sont coûteuses ou pas. Là, ça Ouais, je peut, vois. Ah oui, ça peut je vois. être ouais, d'autant plus intéressant. Par exemple, je sais pas, sur du dev. Voilà, c'est des choses qui seraient intéressantes, développement informatique. Il y a aussi des compétences techniques, par exemple, je sais pas, sur l'ingénierie WASH, donc c'est tout ce qui a trait à l'eau, l'hygiène, l'assainissement, Ouais, ouais. etc. Sur l'électrification aussi, enfin voilà, sur des domaines comme ça dont on peut avoir besoin sur un projet précis. Hyper clair. Euh, on arrive bientôt à la fin de cet épisode, Fanny. J'aimerais, je clôture toujours aussi mes épisodes avec quelques petites questions qui sont toujours à peu près les mêmes. Comment toi aussi tu fais pour progresser, pour aussi t'acculturer, pour développer cette vision, la nourrir? Comment tu progresses qui te permet aussi d'avoir un champ d'action qui permet de faire progresser l'endroit dans lequel tu collabores, avec lequel tu travailles? Après, ça, je pense que c'est un caractère, j'ai envie de dire. C'est le perfectionnisme. Ouais, je vois. Voilà. Donc du coup, ouais, je pense que euh, je vois peut-être des fois, malheureusement, tous les points d'amélioration qu'on pourrait avoir. Malheureusement, parce que des fois, enfin, c'est vrai que j'ai du mal à célébrer et tout. Donc, Parce que tu vois toujours ce ouais, qui je pourrait vois ce être qui fait de pourrait mieux, être quoi. amélioré. Donc voilà, Ok, l'amélioration continue, c'est mon dada. ok. Et en tout cas, oui, il y a toujours moyen de mieux faire. On est loin de la perfection, on fait de notre mieux. Mais du coup, pour moi, le fait de se challenger, enfin voilà, c'est au quotidien. Vous êtes une organisation plutôt remote Oui. dans l'organisation. Du coup, comment on coordonne tout ça aussi? Comment vous arrivez à créer une culture commune qui se tienne? Si vous êtes une quarantaine à distance, c'est pas évident, tu vois. C'est quoi les choses que vous avez mis en place quand même pour créer du lien avec tout le monde? Ouais. Bah, clairement, c'est pas évident tous les jours, mais bon, voilà. Donc, ce qu'on met en place, bah, déjà, c'est qu'on a des outils pour travailler en commun. Donc, on utilise un ERP qui est Zoho. Et d'ailleurs, Ok, on va dire, qui nous arrange aussi financièrement, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on met en place d'autre? On a des rituels. Par exemple, une petite phrase où tous les lundis matins, on se donne une petite phrase de motivation. On se parle tous tous les 15 jours. ok, Donc, sous la forme d'un grand meeting, on va dire, virtuel qui s'appelle le Team Life, où bah, là, en fait, on va présenter un petit peu les résultats, les actions positives qui ont pu être faites. Et on essaie de se réunir physiquement, par équipe en tout cas, de temps à autre, oui, pour avoir d'accord. des grosses discussions sur des volets stratégiques, parce que c'est toujours plus efficace quand même. Et puis, on essaie de se voir aussi tous les 2 ans, de faire un petit team building, bah, justement pour préserver la culture. Après, c'est clair que si on arrive à réunir des gens autour des valeurs communes qu'on a, bon, ben, c'est toujours ça qui n'est pas à faire par rapport peut-être à une entreprise qui a plus de mal à fédérer. Ouais, carrément, carrément. Et dernière question, Fanny, avant de aussi te laisser un message de clôture, si tu veux aborder aussi des choses en plus dans cette discussion, est-ce que la vie t'a appris quelque chose que tu pourrais partager à nos auditeurs? Souvent, des fois, on se prend soit des claques ou soit on rencontre des gens dans notre passage qui nous ont transformés ou inculqué quelque chose. Est-ce que tu pourrais le partager à ceux qui nous écoutent? Bah, en fait, alors j'ai envie de te dire, l'expérience chez Life, moi, m'a démontré que j'étais capable de beaucoup plus que ce que je ne pensais. Ok, Ouais, parce que enfin, finalement, et je les en remercie, mais les personnes qui m'ont fait confiance chez Life m'ont fait plus confiance que je me faisais confiance à moi-même,
j'ai envie de dire. Donc voilà, ils ont vu peut-être quelque chose que je ne voyais pas en moi. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression qu'à travers Life, que je Ouais, me développe beaucoup moi aussi. ok, hyper clair. Merci beaucoup, Fanny, en tout cas, d'avoir participé à cette discussion. C'était un plaisir pour moi de vulgariser, tu vois, et de rentrer plus dans le cœur d'une ONG, aussi en y apportant un peu de finance et de gestion. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était un grand plaisir pour moi de l'animer. Si ça a été aussi le cas pour vous, vous avez pris du plaisir à le regarder, eh ben, n'hésitez pas à le liker, le partager. Et si vous êtes sensible à pouvoir donner et apporter votre pierre à l'édifice pour aider des projets comme Life, eh ben, vous pouvez le faire soit à titre personnel ou soit au niveau de votre entreprise. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!